Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Je suis Henri Désiré Nzuzi et je suis très heureux de vous retrouver en ce mois de janvier 2018 pour cette nouvelle saison de votre émission. Avant toute chose, je vais m'acquitter d'un agréable devoir en vous présentant au nom de toute l'équipe d'Horizon Intellectuel nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette année. Nous allons donc démarrer très fort, c'est le cas de le dire, avec deux panels, deux plateaux qui vont se succéder devant vous. Nous avons dans un premier panel le grand privilège d'accueillir deux hommes de droit, deux juristes, éminents juristes, qui sont également des auteurs. Ils ont l'un et l'autre écrit et je m'en vais donc vous les présenter. Zef Zabo, d'abord docteur en droit, ou plutôt doctorat en droit, il m'en voudra pas, je l'espère, de l'université d'Ottawa. Il est l'auteur fort remarqué de deux ouvrages qui ont été publiés il y a de cela plusieurs mois. Il s'agit de Justice corrompue, volume 1 et 2. Avec lui, eh bien, nous allons essayer de comprendre la genèse de cet ouvrage et surtout connaître les motivations qui ont été les siennes au moment de la publication de ces deux ouvrages. Notre second auteur, et pas des moindres, Jean-Baptiste Bokoto Apanda. Il est le président de Africa Synergie International. Il est également concepteur du mouvement citoyen CAP 21. Il va également nous parler de son ouvrage « Une histoire de violence, je suis Charlie au Congo ». Avec eux, donc, nous allons aborder à la fois leurs écrits, mais aussi l'actualité, car comme vous le savez, il y a eu des événements malheureux en République démocratique du Congo. C'était le dimanche 31 décembre 2017, à l'occasion de cette marche organisée par les catholiques laïcs et dont le bilan est toujours incertain. Nous allons évoquer ensemble les conséquences de ce qui s'est passé. Je me tourne vers vous, Zef Zabo. Merci de nous faire l'honneur d'être présent sur le plateau d'Al-Mouatine. Je l'ai dit, vous avez rédigé il y a de cela plusieurs mois cet ouvrage fort remarqué en deux volumes, Justice corrompue. Je rappelle par ailleurs pour ceux qui nous suivent que vous êtes également éditeur indépendant, mais surtout président fondateur de l'ONG Justice, Éducation et Développement. Zef Zabo, bonjour. Bonjour Henri, un plaisir d'être ici. Alors, merci de nous faire l'honneur d'être là. Vous venez d'Ottawa, c'est dire que le voyage a été relativement long. Vous avez bravé le décalage horaire pour venir nous parler de vos publications. Et je voudrais d'emblée vous poser la question, mais au fond, quelles ont été les raisons qui ont milité en faveur de la publication de vos ouvrages ? Écoutez, la justice, comme vous savez, c'est une notion universelle. La justice, c'est l'une des meilleures valeurs. Je vais dire, au-dessus de la justice, il y a rien. J'ai vécu des situations d'injustice au niveau des institutions, donc l'institution universitaire et au niveau des institutions judiciaires, pendant des années. Et par la suite de cela, j'ai voulu partager l'expérience vécue, dénoncer en quelque sorte, dénoncer même de manière vigoureuse l'injustice. J'ai été inspiré notamment et essentiellement par Martin Luther King, qui dit « Une injustice quelque part constitue une menace pour la justice partout dans le monde ». Et un déni de justice, de la même manière, quelque part, compromet la justice. Alors, la justice étant une notion fondamentale, j'ai voulu apprendre aussi aux gens à connaître leurs droits. Alors, c'est ce que j'ai fait dans le volume 1, ayant moi-même été victime d'actes d'injustice, ayant constaté l'existence d'une culture, et même d'une coutume aussi, de discrimination systémique au niveau de certaines institutions, aussi bien universitaires que judiciaires. J'ai voulu partager justement l'expérience et dénoncer, à permettre aux gens
que ce soit des juristes ou à des non-juristes, essentiellement des non-juristes, de pouvoir connaître leurs droits et de savoir aussi se battre pour établir la justice lorsqu'ils sont l'objet d'abus ou d'actes d'injustice ou d'harcèlement psychologique, de pouvoir se défendre et de pouvoir rétablir la justice. Alors d'où j'avais justement décidé d'écrire le premier volume où je fais le récit justement de ce que moi j'avais vécu au niveau de l'institution universitaire et qui malheureusement s'était poursuivi de la même manière devant les institutions judiciaires, devant les juges. J'aurais pu croire que devant les juges ont pour mission de dire le droit, de rendre justice. Et quand vous vous présentez devant des juges et qui vous disent qu'ils n'ont pas compétence pour vous entendre, pour voir vos témoins, les preuves que vous avez à mettre de l'avant, vous êtes l'objet d'un déni de justice pour différentes raisons non avouées. Tout à fait. Et je me suis rendu compte justement que la justice était corrompue. Donc le système judiciaire était infecté, était corrompu, et qu'on pouvait pas continuer à le subir. Il fallait dénoncer, pas pour simplement dénoncer, mais avec l'objectif aussi d'éradiquer la corruption au sein des systèmes, la corruption non seulement morale, mais matérielle et autre. Tout à fait. Et pour assainir aussi le monde judiciaire. Je vais peut-être rappeler brièvement à l'attention de ceux qui nous suivent votre profil. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université de Paris, 1993. Vous avez une maîtrise en gestion et développement des entreprises coopératives de l'Université de Sherbrooke, 1997. Et vous vous préparez donc pour cette thèse de doctorat que vous prépariez donc à l'Université d'Ottawa. Le fait générateur de vos deux ouvrages, ça a été, je pense, que vous avez interprété comme étant une véritable injustice, puisque vous avez été contraint de modifier, je dirais, le contenu, de votre thèse, si je ne m'abuse. Je parle sous votre contrôle, parce que nous sommes là pour vraiment éclairer nos téléspectateurs. Néanmoins, la question qui se pose, et c'est le fil conducteur finalement de vos deux ouvrages, c'est: les juges sont-ils au-dessus de la loi? On pourrait penser que c'est un sacrilège que de poser la question, mais enfin, lire d'un seul côté le dossier d'une affaire est une chose, entendre d'une seule oreille, ignorer ou modifier les faits, la preuve, le droit, la jurisprudence et les arguments plaidés par une des parties, pratiquement sacrifiés d'avance. C'est accablant ce que vous décrivez là. Absolument, absolument. C'est justement l'objectif était justement non seulement de dénoncer, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi d'aider justement l'appareil judiciaire à s'améliorer, à se restructurer, à ce que les juges sachent qu'ils sont là pour dire le droit. Ils peuvent pas se dérober. Ils ne peuvent pas statuer au regard des personnes. Ils ont l'obligation, parce que, vous savez, en vertu aussi de la charte ou de la Déclaration universelle des droits de la personne, des droits de l'homme, l'article 1er, les hommes sont nés libres et égaux en dignité et en droit. Alors, lorsqu'on fait face à une institution ou à des personnes physiques plus puissantes, les juges ne peuvent pas, sur cette base-là, commettre de déni de justice. Ça veut dire entendre d'une seule oreille, rendre des jugements au regard du faciès et des personnes. Ils ont l'obligation d'écouter toutes les deux parties et de vraiment rendre un jugement de manière juste, équitable, parce que la justice doit être juste, équitable et la même pour tous. Aujourd'hui, comment a évolué votre affaire? Est-ce que vous avez le sentiment que la sortie de vos deux ouvrages a permis un tant soit peu de faire avancer les choses, ou au contraire, vous êtes plutôt heurté à une forme de radicalisation finalement de la partie que vous accusez d'une certaine manière d'avoir failli à sa mission? C'est ça, justement, il y a un système. Dans la mesure où il y a un système et que les livres sont là, les livres ont permis justement de corriger d'une certaine manière les pratiques au niveau des institutions, aussi bien universitaires et judiciaires concernées, dans la mesure où, dans ces livres, dans le conflit concerné,
le litige portait sur les règlements, sur le contrat, les termes contractuels de la thèse. La rédaction d'une thèse de doctorat fait l'objet d'un contrat. Et c'est un processus contractuel où il y a des approbations qui sont requises avant d'avancer, même le sujet lui-même. Si on approuve votre thèse sur la RDC 5 ans auparavant, on ne peut pas par la suite vous dire, au terme de la rédaction de votre thèse, non, vous ne pouvez pas la soutenir parce que vous n'avez pas rédigé votre thèse sur le Rwanda. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Bien sûr. Donc, il y a des termes qui sont déterminés dès le départ, et les parties conviennent que la thèse sera élaborée sur ce sujet qui a été approuvé, et la thèse sera par la suite aussi bien sûr évaluée par l'université dans le strict respect des termes contractuels convenus. Donc, et les règlements des universités constituent justement le cadre juridique et le cadre contractuel de la rédaction et de l'évaluation de la thèse. Alors lorsqu'un examinateur de thèse vous reproche ou formule des reproches au mépris et en violation des termes de référence contractuelle, il y a lieu tout à fait de plaider la rupture de contrat. On va y revenir pour permettre à Jean-Baptiste Bokoto Apanda de réagir. Hein. Je pense qu'il aura aussi un commentaire à faire. Mais je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Bokoto Apanda. Vous êtes auteur, homme d'action et d'engagement, fondateur d'Africa Synergy, je l'ai rappelé en introduction, qui est en fait le premier réseau de business angel dédié aux startups africaines. Vous êtes également le chef de file du mouvement citoyen CAP 21. Vous êtes cofondateur du seul think tank belge dédié à l'Afrique centrale, hein, on le rappelle, le centre de référence et d'expertise pour l'Afrique centrale. Alors, on va peut-être aborder votre ouvrage, fort remarqué, je l'ai rappelé en introduction, Une histoire de violence, je suis Charlie au Congo. Un titre sibyllin, vous allez nous dire pourquoi avoir choisi ce titre. Et puis bon, on va également revenir sur vos activités ici même en Belgique à travers les deux structures que j'ai évoquées, c'est-à-dire que vous êtes un homme particulièrement occupé, Jean-Baptiste Bokoto. Particulièrement occupé, oui, mais bon, on s'organise toujours, on sait toujours s'organiser par rapport à... Vous avez le temps d'écrire, de vous engager politiquement, n'ayons pas peur des mots, parce que mouvements citoyens de nos jours sont quand même engagés très fortement politiquement, mais je suis Charlie au Congo, pourquoi ? Ne vous fiez pas tout simplement au titre, hein, parce que le titre c'est juste un clin d'œil. J'imagine. Le fond en soi, c'est un, comment on appelle assez couramment, un document. Ça veut dire, c'est-à-dire que bon, je fais un instantané sur la société congolaise. Vous savez, pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons pour le moment, il faut remonter, il faut comprendre les causes, il faut remonter, comprendre les causes historiques, même les causes structurelles de fait. Et parfois, on n'a pas, si on ne cerne pas ces différentes données, il est difficile de comprendre le véritable raison de la situation. Et j'ai fait ce travail-là, cet exercice, je me suis remonté pratiquement de 70 jusqu'à 90. Bon, c'était du régime Mobutu, bien sûr. Et où je parle comme un roman. Et en relevant les différentes pratiques qui se faisaient à l'époque, tout ça. Et curieusement, comme par enchantement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de parallélisme entre ce qui s'est passé à cette époque et ce que nous sommes en train de vivre. Le moment ici peut-être empire. Mais avec le recul, vous êtes, je rappelle, vous êtes licencié en droit, donc c'est dire que la justice fait partie de vos passions. Mais diriez-vous que la période où se situe la trame de votre récit est, je dirais, sensiblement différente d'aujourd'hui, ou au contraire, les choses ont évolué dans un sens comme dans l'autre? Vous savez,
quand vous parlez de l'homme d'action, tout ça, en fait, ça veut dire qu'on a travaillé. Bien entendu. Dans de grandes structures à l'époque. Vous avez travaillé à la présidence de la République aussi. Hein. Voilà, tout ça. Et, je n'étais pas un spectateur, j'étais quelqu'un acteur. Et je comprends la situation. Vous savez, à cette époque, c'est vrai, on peut incriminer, on peut dire que non, mais voilà, il y avait certaines faiblesses, tout ça. Mais je dois vous dire quand même, il y avait une justice. Il y avait une justice, il y avait un corps qui existait. Et quand bien même, on était dans un système monopartisan, mais il y a des juges qui savaient dire le droit. Par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons pour le moment, les choses ont beaucoup évolué, oui, effectivement, beaucoup évolué, mais en mal. Vous avez d'ailleurs déclaré, il n'y a pas si longtemps, lorsque le pays est en danger, il est de notre devoir de patriote de participer à l'œuvre de sauvetage national. Se lancer en politique est pour moi un acte de responsabilité. Alors, comment concrètement se traduit cet acte de responsabilité ? Vous savez, je crois peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Quand vous suivez par exemple la situation dans laquelle nous vivons pour le moment, moi j'ai suivi très sérieusement ce qui s'est passé en fait, le dimanche. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que non, mais voilà, ceux qui ont marché ce jour-là. On rappelle donc le 31 décembre 2017, la marche des catholiques donc laïcs à l'appel donc d'un comité. Cette marche a été réprimée avec une extrême violence par la police. S'en est suivi une désapprobation au niveau de la communauté internationale avec beaucoup de condamnations pour ce qui s'est passé, un fait assez inédit. On va peut-être en reparler. Donc le contexte, donc dimanche passé, c'était pas simplement des politiques qui ont marché. C'était pas forcément des militants politiques qui ont marché. C'est la population qui a marché. Et c'est que progressivement, les gens commencent à comprendre que non mais voilà, quand votre destin est en danger, il est de votre devoir à vous-même de chercher à prendre cette responsabilité. Même au péril de leur vie ? Mais vous savez... Est-ce que vous diriez que ceux qui sortent le matin pour aller à la messe se disent que je ne vais peut-être pas rentrer chez moi ? Vous savez, s'il faut continuer à analyser ce que nous avons vécu là, je parlais de cet élément qui est lié au fait que bon, c'était pas forcément les politiques qui étaient là. S'il faut peut-être critiquer quelque peu le fait que bon voilà, quand on agit comme on a agi ces jours-là, moi je savais déjà, compte tenu de la réputation qu'a ces régimes ici, on savait pertinemment que dans ces pays-là, quand vous amenez les gens, vous appelez les gens à descendre dans la rue, on va assister à ce que... Mais pourquoi prendre ce risque alors ? La question peut se poser d'une certaine manière. Pourquoi prendre ce risque ? Vous savez, on ne peut pas, dans des situations comme ça, prétendre chercher à trouver des solutions sans qu'il y ait des classes. Ça, je dois vous le dire. Peut-être essayer de voir, d'évaluer l'ampleur du risque en tenant compte du contexte, en tenant compte du pouvoir en place, tout cela. Mais il est assez difficile quand on combat, quand on est dans un combat, de ne pas envisager ce genre de choses. Alors, je reviens vers vous, Zef Szabo. Vous dites la barbarie, la corruption et l'injustice, d'où qu'elles viennent, n'ont définitivement pas de place dans la société, dans notre société. Elles doivent être combattues par tous, individuellement et collectivement, partout où elles se trouvent. Est-ce que ce qui s'est passé dimanche 31 décembre 2017 sur le territoire national de la RDC est quelque chose qui répond d'une certaine manière à ce questionnement? Absolument, comme j'ai dit tout à l'heure, la justice est une notion universelle. Donc on ne peut être insensible à des actes d'injustice et de barbarie, ou que ces actes aient été commis
Et comme j'ai dit dans le livre, ces actes doivent être combattus partout où ils se trouvent. Et c'est un combat universel. C'est un combat qui concerne la communauté tout entière. Je veux dire, c'est pas limité simplement aux victimes, mais aux peuples qui vivent ce genre d'actes. Vous savez, la notion de la justice, comme j'ai dit, elle est universelle. Donc, et puis elle est liée à l'application des lois. Mais précisément, dans le cas d'espèce, il y a eu une fin de non-recevoir qui a été réservée à cette lettre d'information, informant notamment l'autorité urbaine à Kinshasa, bien sûr, de la tenue de cette marche. En dépit du refus, cette marche a eu lieu. Il y a eu des victimes. Malheureusement, on s'y attendait un peu. Est-ce que, dans un cas comme celui-là, il est aisé d'établir les responsabilités, selon vous? Ben, c'est le rôle même de la justice, justement, en tant qu'institution, d'établir les responsabilités. La justice, en tant que valeur, elle doit être elle est objective, elle doit être la même pour tous. Maintenant, vous avez l'institution judiciaire. Malheureusement, l'institution judiciaire, comme j'ai dit, elle est corrompue. Et à des degrés très différents, dépendamment des pays. Alors, dans les pays où les républiques dites bananières, vous comprendrez que les problèmes sont beaucoup plus graves. L'application de la loi laisse souvent à désirer. Il y a des pays où la justice n'existe même pas. Alors, c'est pas que les lois manquent. La loi, comme on dit, dura lex et lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Donc nous sommes tous tenus par la loi, et la loi doit être respectée aussi bien par les gouvernants que par les gouvernés. Alors lorsque une constitution ou une loi prévoit et garantit des droits tels que le droit de manifester, ou la liberté de culte. La liberté d'expression. Ces libertés et ces droits sont garantis par la Constitution. Les gouvernants n'ont pas le choix que de les respecter. Et encadrer l'exercice de ces droits par les populations. C'est un droit. Pourquoi il n'en est rien, Jean-Baptiste Bokoto? Pourquoi il n'en est absolument rien dans les faits? Mais vous savez, moi j'ai suivi les images. Et ce qui m'a choqué, en fait, ça je dois vous le dire, vous savez, on dit souvent, c'est quand une personne disparaît, quand une personne n'est plus, c'est à ces moments-là que l'âme sort de la personne. Bien sûr. Mais je dois vous dire que dans notre pays, le Congo, je me suis rendu compte que le sacré, l'âme est sortie de la personne est encore en vie. Parce que c'est-à-dire que quand vous voyez ce qui se passe chez nous, tout est complètement désacralisé. La liberté de culte, elle est fondamentale. C'est un droit sacré qui est garanti par la Constitution. Il y a eu des agents de l'ordre qui sont entrés même jusque dans des églises avant la marche. Avant la marche, c'est quelque chose d'impensable, ce genre de choses. Donc c'est un des éléments essentiels. Vous diriez qu'un tabou a été levé ce jour-là? Mais vous savez, quand vous lisez Charlie au Congo, j'en parle, hein, c'est-à-dire que... Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un processus de dilettement. Tout est désacralisé, tout est parti, les choses sont parties. Ce qu'on appelle d'ailleurs l'inversion des valeurs. Effectivement. La culture est désacralisée, l'éducation est désacralisée, la politique même en soi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est la faute? Je vous pose la question à chacun. Oui, mais à qui la faute? Oui, mais vous savez, moi je le dis souvent, hein, et ça je le dis, peut-être c'est l'erreur que nous avons souvent l'habitude de commettre, de penser que c'est l'autre, c'est toujours l'autre. Mais la responsabilité d'abord, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ça. Mais ceux qui sont en train de soutenir ces régimes aujourd'hui, c'est qui sont au Parlement? Vous n'allez quand même pas me dire que ce sont des Rwandais tout le monde qui sont là sont des Rwandais. Voilà, donc la responsabilité est d'abord congolaise. Avant, et les autres ne profitent que
de notre faiblesse. C'est nous-mêmes qui fondons la femme. C'est nous-mêmes qui donnons l'occasion aux autres d'interroger. Écoutez, chacun a un rôle à jouer. On est dans une société, on n'est pas dans la jungle. Les responsabilités sont bien réparties. Les gouvernants sont là pour gouverner et ils ont entre autres la responsabilité de protéger les populations aussi, de donner l'impulsion, de garantir l'exercice des droits et libertés. Et il incombe aussi aux citoyens de se conformer aux lois et d'exercer leur liberté dans les limites aussi des droits et de leurs obligations. Alors, quand il y a des dérives, il incombe justement, comme je le disais tout à l'heure, à l'appareil judiciaire d'établir les responsabilités, voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que les lois manquent dans ce pays, dans les pays, différents pays? J'aimerais parler de manière plus large pour ne pas transformer ce plateau ou le débat en un débat politique sur un pays donné ou la RDC, mais garder les fondamentaux de la justice. Je me dis, il faudrait impérativement que la justice fasse son travail, qu'on établisse les responsabilités. Qu'est-ce qu'il y a eu, voire à la jeunesse, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une demande d'exercer un droit, de manifester. Quelle réponse a été réservée à ce droit? Et par la suite, pourquoi les mesures, certaines mesures ont été prises? Est-ce que ces mesures étaient proportionnelles? Qui en était le donneur d'ordre? Est-ce que la justice concernée est en mesure de faire ce travail? Ça, c'est encore une autre paire de manches, une autre question qu'on peut se poser. Alors précisément, je vous pose la question à tous les deux. Il est indéniable que le 31 décembre 2017, quelque chose de nouveau est apparu en RDC. Est-ce que vous pensez que l'affrontement devient inéluctable tout au long de l'année 2018? Sous quelles conditions, sous quelle forme, et surtout, au fond, sous quel arbitrage d'une certaine manière, puisqu'on a quand même le sentiment qu'il y a eu à la fois une prise de risque qui s'est néanmoins traduite par un écho extrêmement fort au niveau international, et puis une limite qui a été franchie, pour ne pas dire dépassée, dans la manière de réprimer, je dirais, cette manifestation. Je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Bokoto. Je rappelle, entre parenthèses, que vous avez, dans le cadre de votre mouvement citoyen CAP 21, travaillé sur le manifeste Bongama, qui renferme d'ailleurs votre stratégie qui va aider le peuple congolais à se réapproprier son destin. J'aimerais avoir votre point de vue par rapport à ce qui va se passer, ce qui peut se passer, et ce à quoi on peut s'attendre en 2018 en RDC. Vous savez, ce qui s'est passé le 31, je crois que peut-être les gens n'ont pas encore perçu les choses à leur juste dimension. D'abord, au niveau du peuple, la population. Cette population-là qui a été dans la rue, ce n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir. Souvent, c'est les partisans de partis, en fait, des membres de partis politiques, des choses comme ça. C'est la principale nouveauté, selon vous? La principale nouveauté aujourd'hui, c'est que c'est le peuple. C'est le peuple. C'est-à-dire que c'est monsieur, madame, tout le monde. Et quand bien même, il y a eu un appel à marcher qui provenait d'un comité laïque de coordination. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et tant qu'on restera dans ces contextes, il faut voir les contextes dans lesquels ce n'est pas un contexte normal. On n'est pas dans un pays normal. C'est-à-dire que quand on parle de fondamentaux, de la justice d'éducation, c'est que quand on est dans un système normal, ici, bon, nous vivons en Occident, c'est vrai que non, mais voilà, il y a certaines faiblesses, tout ça, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de l'éducation, mais on est dans un pays normal. C'est un pays qui fonctionne. Mais nous, en RDC, c'est un pays qui ne fonctionne plus, où tout est cassé, tout est bloqué aujourd'hui. Et il faut voir les choses dans ces termes-là.
Donc, on est aujourd'hui dans un jeu de rapport de force. Les rapports de force, il y a d'un côté... Il est disproportionné, ce rapport de force. Voilà, justement. Il y a d'un côté le pouvoir qui se maintient, qui veut se maintenir envers et contre tout, et la population qui n'en peut plus. Voilà. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Et c'est là où, justement, pour rebondir un peu par rapport à ce que vous voulez relever, ce que j'ai remarqué, c'est que jusque-là, vous vous rendez compte que le rapport de force est disproportionné. Le pouvoir agit essentiellement sous trois aspects. Il y a, en fait, moi, c'est ce que j'appelle les instruments d'asservissement. Il y a d'un côté la terreur. Alors la terreur, à un point tel que finalement on se demande comment est-ce qu'un gouvernement qui est censé protéger la population peut agir de cette sorte-là. De deux, il y a l'asservissement par le ventre, c'est-à-dire que bloquer tout aujourd'hui. En tout cas, il n'y a plus rien, l'économie ne fonctionne plus, les gens, ça fait même des gens qui sont au gouvernement. Il y a des amis qui sont là, ils vous le disent, ils sont 3-4 mois, ils ne sont pas payés. C'est fait exprès. Et troisièmement, c'est cet écran de fumée avec la propagande, les pasteurs, les médias qui sont caporalisés, tout cela. Voilà, ce sont ces trois modes d'affaiblissement. Au-delà de ça, quand vous voyez la population totalement démunie, ces gens-là qui ont été massacrés, c'était des gens avec des chapelets des Bibles. Mais ce que vous venez de décrire, est-ce que c'est ça, selon vous, la raison fondamentale pour laquelle les gens sont sortis en masse dimanche 31 décembre? La raison fondamentale, jusque-là, c'est la population veut l'alternance dans ce pays. Que pour la toute première fois, que depuis que ce pays existe, qu'on voit un président et un sortant qui embrasse un entrant et les choses se passent de manière civilisée. Ça n'a jamais été vu chez nous depuis que ce pays existe. Les gens veulent ça, les gens veulent cette alternance. Zef Zabo? Mais je suis tout à fait d'accord avec certaines confirmations, mais j'aimerais rentrer plutôt dans le livre pour répondre par rapport à mes livres, parce que je pense que je t'ai invité essentiellement pour parler des livres. C'est ça que je suis pas très à l'aise pour entrer dans le monde politique aujourd'hui, mais je vous ai dit, mes livres sont basés sur une histoire vécue. Alors, la liberté, effectivement, s'arrache. Vous l'avez lu tout à l'heure, un passage de mon livre, on dit l'injustice, la barbarie, la tyrannie, qu'il se trouve, on doit les combattre. D'où les réactions que vous avez vues face à on peut décrire comme un régime de terreur. Les gens n'ont d'autre choix que de se défendre. Le problème, par exemple, pour la RDC, c'est quoi? C'est un problème aussi de non-application et non-respect des textes de loi qui sont prévus. La Constitution est claire en la matière et il semble avoir un manque de volonté de respecter la Constitution. On va de prolongation en prolongation et jusqu'à ne plus savoir où on va finir. Alors, c'est ce qui justifie certains comportements, mais je l'ai dit dans les livres ici, j'ai dénoncé tout ce qui est tyrannie, tout ce qui est régime de terreur, et mon slogan, tu le connais, c'est la lutte jusqu'au bout. Ça veut dire il faut combattre pour la justice. On n'a pas d'autre choix que de se battre pour ses droits. Alors, lorsque vos droits sont bafoués, le peuple n'a pas d'autre choix. J'en ai parlé dans ces deux volumes. Mais deux volumes parlent de cela. Projetons-nous néanmoins dans le futur. Selon le calendrier électoral, donc les élections doivent se tenir le 23 décembre 2018.
Il semblerait que les organisateurs de la marche du dimanche 31 décembre 2017 aient promis qu'il y aurait d'autres actions. Jean-Baptiste Bokoto, est-ce que nous allons vers un affrontement? Si tel est le cas, quelle pourrait être la forme que pourrait prendre cet affrontement-là? Est-ce qu'il n'y a pas une issue pacifique envisageable à l'heure actuelle? Et s'il y avait des solutions, si vous en avez vous personnellement, quelles pourraient être ces solutions? Une question pertinente. Ce que j'ai remarqué effectivement avec la situation du dimanche, c'est qu'il y a quand même beaucoup de faiblesses encore au niveau du combat, en fait, si je peux dire ainsi, que le peuple est en train de mener pour faire changer les choses. Beaucoup de faiblesses, pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, quand vous voyez cette stratégie, en fait, la stratégie qui est menée par même les comités laïcs, tout ça, ou même les partis politiques, c'est pratiquement un peu la stratégie, c'est du déjà vu. Oui, mais sauf que dans le cas d'espèce, certaines voix se sont élevées pour déplorer les interférences de l'opposition qui, d'une certaine manière, aurait parasité le message que souhaitait faire passer le comité laïque. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais au fait, aujourd'hui, quand vous parlez de l'opposition, moi je me demande même aujourd'hui, c'est si l'opposition existe même. S'il y avait encore un appel, si l'opposition lance un appel à manifester, s'il y a encore des gens qui vont sortir sur le terrain, c'est qu'on a vu là, c'est parce que en fait, les revendications ont pris d'autres formes. C'est-à-dire c'est d'autres structures qui ont pu, qui ont lancé cet appel. Et c'est ce qui a fait que la population a suivi. Mais au fait, moi, ce que je relève, et ce qui constitue effectivement encore cette faiblesse, c'est qu'on part toujours dans une logique de preuve de force. Vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez un pouvoir qui est là, qui est prêt à tout, même à entrer dans les églises, à tuer, parce qu'il y a eu des morts, mais ce n'est pas face à ces gouvernements qu'on peut. Il faut essayer, il faut imaginer d'autres stratégies. Il faut voir les choses autrement. Au lieu de jeter les gens dans la rue et imaginer d'autres stratégies. Et ces genres de stratégies existent. Vous savez, quand vous suivez en fait, le combat de libération, de libération, tout ça, comme par exemple les cas de l'Afrique du Sud, qui n'est pas très loin de nous, et le Mandela a eu à le dire, tu sais, à une certaine époque, l'ANC avait utilisé la violence. À un moment, il a utilisé la violence, il les justifiait, parce que pour eux, ils n'avaient pas d'autre solution. Mais ils se sont rendus compte quelque part, là, il y avait des faiblesses. Donc, quelque part, il y avait des limites. C'est cela. Et ils ont changé de stratégie. Et c'est cette stratégie-là qui a fait que l'apartheid a été démantelé. Et ils n'ont pas jeté ceux qui étaient au pouvoir à la mer. Et ces gens sont là. Alors, précisément, c'est un combat de longue haleine, vous l'aurez compris. Dernière intervention pour vous, Zef Zabo. Beaucoup de Congolais s'attendaient quand même à ce qu'au niveau de la communauté internationale, les condamnations soient sévères. Or, on a été surpris d'apprendre que l'Espagne et la France, par exemple, ont bloqué un projet de résolution condamnant fermement ce qui s'est passé. Votre sentiment? Mais comme vous savez, en droit international, les États n'ont que des intérêts. Les États n'ont pas d'état d'âme, alors prennent des décisions en fonction de leurs intérêts, malheureusement. Et ça, c'est la réalité, le constat malheureux qu'on peut faire. C'est dommage, parce que, écoutez, personne ne peut être insensible, ou rester insensible à ce qui s'est passé. Il y a eu des dérives. Il faut les condamner. Alors, malheureusement, on est dans une société que nous connaissons, une société internationale qui est assez hypocrite.
Et il faut condamner c'est shame on those countries, c'est une honte pour ces pays-là, malheureusement. Mais j'aimerais dire un mot aussi par rapport à la question précédente quant à savoir si il y aura d'autres affronts. Mais c'est clair que avec les événements de dimanche, je pense que l'Église catholique a démontré une capacité, l'existence d'une capacité réelle à mobiliser les peuples dans ce pays pour se battre pour leurs droits. Il y avait eu des espoirs un peu. Tout le monde est très déçu avec l'opposition congolaise, comme on dit, une opposition de pacotille, une opposition qui est profondément divisée, qui est vendue, qui est corrompue jusqu'à la moelle épinière. Alors vous avez l'Église catholique a démontré que non, il y avait encore espoir et qu'on pouvait mobiliser les gens. Maintenant, jusqu'où va aller le pouvoir? C'est la grande question, compte tenu aussi justement des réactions au niveau international. Mais je pense qu'un peuple face à son destin, un peuple face à sa liberté, il appartient au peuple de s'accaparer sa liberté et ses droits. Moi, dans mes livres, c'est ce que je prône, c'est ce que j'apprends au peuple, connaître vos droits et vous battre jusqu'au bout pour établir la justice. Et je pense que l'avenir de ce pays-là appartient au peuple davantage qu'à la communauté internationale. Merci Zef Szabo. On rappelle justice corrompue, Szabo versus Université d'Ottawa. Connaître vos droits et savoir vous battre pour rétablir la justice, c'est donc le volume 1. Et le volume 2, Justice corrompue, les juges et nos droits, second tome donc de cet ouvrage. Merci infiniment Zef Szabo d'avoir accepté notre invitation. Je profite de l'occasion aussi pour présenter l'ouvrage de Jean-Baptiste Bokoto Apanda, Une histoire de violence. Je suis Charlie au Congo, c'est aux éditions L'Harmattan. Voici. En tout cas, merci infiniment pour votre participation. L'un et l'autre, peut-être d'un mot pour conclure, Jean-Baptiste Bokoto. Oui, moi je n'aime pas trop conclure parce que je sais qu'il y aura d'autres occasions. Mais il y a deux éléments que je dois relever le plus rapidement possible. Vous savez, on a vu, au-delà de l'Église catholique, vous savez, il y avait des gens même à côté qui regardaient, on était en train de taper sur les gens, et comme si c'était quelque chose qui ne les intéressait pas. C'est-à-dire qu'il y a encore un travail à faire. Il y a un travail à faire au niveau de la mobilisation pour que le peuple comprenne que ce combat-là, c'est pour lui. Voilà, il faut que le peuple se prenne en charge. Au-delà de ça, il y a un deuxième élément au niveau de la communauté internationale. Mais vous savez, moi j'ai toujours dit, et je l'ai toujours dit, quand vous-même vous lisez Charlie, au Congo, vous allez vous rendre compte, aucun peuple ne s'est libéré par d'autres forces étrangères. Ils ont leurs agendas, ils ont leur schéma. Ce n'est pas eux qui vont développer, qui vont libérer. Que le Congolais comprenne que c'est lui-même qui est la solution face à la situation de désastre que nous sommes en train de vivre pour le moment. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Voilà qui vient ponctuer ce premier panel. Je vais peut-être me tourner une fois de plus vers Zef Szabo. Oui, ma conclusion, malheureusement, c'est ça. Mais voilà, que dire en termes de conclusion? Écoutez, on ne peut sous-estimer la capacité, que ce soit de manière individuelle ou collective, la capacité d'une personne ou d'un peuple à inverser l'histoire, à agir. Je vous dis, moi je suis parti d'une histoire vécue à travers ces deux livres, et je me suis battu contre des institutions monstres, ultra puissantes, contre la justice, notamment contre des institutions. Et vous voyez, le deuxième, le sous-titre, système judiciaire corrompu, donc Szabo versus système judiciaire corrompu. Donc je me suis attaqué au système et à tous les acteurs du système. En étant seul, je suis impuissant par rapport à toutes ces personnes. Donc c'est une machine infernale. Ils ont tout fait pour me broyer. Mais en tant qu'individu seul, j'ai mené le combat, et avec l'appui justement, et j'ai appris justement aux autres aussi, non seulement le droit, mais les techniques aussi. Et je pense que, comme je dis au début,
de manière individuelle ou collective, on doit croire à sa capacité d'inverser l'histoire. Et je vous laisse sur cette conclusion. Merci infiniment à nos deux invités, nos deux auteurs. Sans transition, nous passons au second plateau de cette émission, Horizon Intellectuel. À tout de suite. Retour sur le plateau d'Horizon Intellectuel après ce débat fort intéressant avec nos deux auteurs. Nous allons parler culture, nous allons parler création, processus créatif avec notamment mes deux invités. Je suis heureux d'accueillir Elvira Katinka. Elle est extrêmement active dans ce que l'on pourrait considérer comme étant le fashion style, la mode. Elle est modèle, elle est également active en matière de musique puisqu'elle est également manager de plusieurs artistes. Elle en suit plusieurs, on aura l'occasion de savoir de qui il s'agit, mais je suis aussi heureux d'accueillir Marshall Denoble, auteur, compositeur, interprète, auteur d'un album qui se fait très remarquer en ce moment, Inconnu, disponible à la FNAC. On va en reparler. Je me tourne vers vous, Elvira Katinka. C'est très compliqué de vous présenter. Bonjour Monsieur Henri. Oui, bonjour. Mais ça va très bien. Bonne année surtout. Merci, bonne année à vous aussi. Merci pour cette invitation. Ça fait toujours plaisir de vous rencontrer. Alors dites-nous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, très bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis modèle photo, je suis quelques artistes dont Marshall Denoble ici présent. Alors Marshall Denoble, c'est un chanteur, auteur, compositeur, danseur qui danse super bien. Il y a aussi quelques artistes donc sur Paris. J'essaye en ce moment de m'arranger pour quelques concerts pour la Famax, donc qui est aussi un grand artiste sur Paris, en France sur Lyon, pardon. J'ai fait ma propre équipe, je suis modèle photo avec ma propre équipe, donc j'ai mon styliste, mon photographe, mon caméraman. Et dans quel but en fait vous faites ces photos? Est-ce qu'il y a une thématique, un fil conducteur dans ce que vous faites? Donc pourquoi j'ai créé mon groupe? Tout simplement parce que j'ai refusé de signer avec quelques agences. Pourquoi? Parce que quand je pars en agence, c'est souvent de la concurrence. Et je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, qui aime... comment expliquer ça? J'aime vivre. Je me réveille le matin. Liberté artistique, totale, de création. Et en travaillant avec une agence, en fait, donc il y a de la concurrence. Donc c'est soit que je travaille avec eux et plus personne, soit voilà. Et moi, du coup, j'ai fait mon équipe pour justement ouvrir ma prochaine agence, j'espère, et donner cette opportunité aux jeunes de pouvoir collaborer avec tout le monde. Donc voilà, ce que je fais, j'aimerais bien le transmettre aux futurs jeunes. D'accord. Marshall Denoble, alors, moi j'aimerais bien, au-delà de la musique, parce qu'on aura l'occasion de regarder pendant quelques minutes l'un de vos clips, Jamais, si je ne m'abuse, c'est bien le titre. Alors, votre cheminement personnel vers la musique a été motivé par un événement en particulier. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à écrire et à vous lancer dans la musique? En fait, bonjour Monsieur Henri. Oui, bonjour Marshall. Bonne année, Bonne année. Voilà. En fait, dans la musique, il y en a beaucoup de gens qui font la musique. Mais moi, je fais pas la musique. Je suis la musique. D'accord. Donc, je suis né avec. Quand je fais la musique, je passe un bon message, en fait. Le message, c'est dans le plusieurs horizons, en fait. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, déjà. Ma musique, de toute façon, cet album, c'est un album d'amour, quoi. Il n'y a que de l'amour. Inconnu. Et j'ai une marque de vêtements aussi. Comment s'appelle cette marque de vêtements? Marshall Denoble. Marshall Denoble. Alors Marshall Denoble, racontez-nous comment s'est passée votre rencontre avec Elvira. D'accord. En fait, j'avais un concert, je crois, il y a en juin. C'était au mois de... Non, bien avant. C'était au mois de mai. Oui, on avait un concert, en fait. Et on s'est rencontrés bêtement. On s'est rencontrés et c'était une bonne rencontre. Et là,
Vous voyez, en fait, nous, les artistes, souvent, on se méfie des trop. Parce que dans cette showbiz, il y a, Bien sûr. il y a des escrocs, il y a tout qui joue avec. Et là, quand j'ai travaillé un petit peu avec elle, j'ai trouvé qu'elle a du potentiel. Elle carbure. Elle carbure. Ouais. Elle est au taquet. Et là, moi, je dis, bon, pourquoi pas la donner cette chance, hein. Moi aussi, la personne qui a produit cet album, il m'a donné une chance. Mais alors précisément, je vous pose la question à chacun de vous. Donc, quel est votre moteur en fait? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous, personnellement, Marshall, est-ce que vous vous considérez comme un artiste engagé? Est-ce qu'il y a des thèmes de société, par exemple, qui retiennent votre attention et qui vous inspirent dans le travail d'écriture? Oui, souvent. Quoi, par exemple? Par exemple, je chantais Jamais. Oui. Jamais, c'est des choses qu'on dit. Jamais je veux le parler. Non, faut pas dire ça. N'en dites pas plus. On regarde. D'accord. Jamais. Ça, c'est la partie où on va lancer le clip. D'accord. Ok. Voilà. Jamais, ne dites jamais, jamais. Voilà. Elvira, alors, vous, par contre, c'est toujours au taquet, quoi. Toujours au taquet. Donc j'écris aussi un livre actuellement, donc je suis occupée à écrire. Il va s'appeler Elvira aussi. Autobiographique? Alors, j'étais partie pour une autobiographique et en faisant la rencontre de plusieurs écrivains, on m'a conseillé de faire un roman. Carrément. Voilà, carrément. Avec des éléments autobiographiques. Avec des éléments autobiographiques, tout à fait, parce que le livre parlera de moi, de ma vie plus ou moins. De vos 400 vies, quand même. De mes 400 vies. Parlez comme ça. De mes 400 vies. Ouais, voilà. Donc, je fais les choses doucement, mais ça arrive. Donc, voilà. D'accord. Alors, on va peut-être parler de vos agendas respectifs, même si je sais que vous avez d'une certaine manière destin lié. Marshall Denoble, nous sommes en 2018, c'est une année de bonnes résolutions. Qu'est-ce que tu nous réserves? Voilà. En fait, c'est 2018, ça tombe vraiment magnifique. Parce que tout ce qu'on avait pensé avant, on va le faire. À partir de demain, déjà, je prends mon avion pour Milan. Je serai de retour ici à partir du 8. Je suis sur Paris et puis je suis à Kinshasa. La finalisation en fait, de l'album qui va sortir cette année, 2018, ça sortira vers décembre. C'est un album magique. Eh bien, le rendez-vous est pris et j'espère que vous viendrez. J'espère que vous viendrez le présenter sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Hein. Alors, évidemment. Je sais que on dit Horizon Intellectuel, mais il se trouve que dans l'art, dans la musique, il y a aussi une démarche intellectuelle. La preuve, c'est que vous êtes un artiste engagé. Elvira, oui. Alors quel est le programme de 2018? Alors moi, pour cette année, ça va être un peu l'eau qui dort. Ça va être plus... donc je vais préparer mes books. Ouais. J'ai des books à préparer. Pourquoi pas collaborer avec des personnes, je vais encore réfléchir, avec des sociétés, des agences, parce qu'on aimerait bien poster ma photo. Donc on verra. Et alors, suivre Marshall comme d'habitude, lui donner mon énergie. Voilà de bonnes résolutions. Merci à nos deux invités. Je rappelle Marshall Denoble. Merci à vous, monsieur Henri. Inconnu, album sorti il y a pas très longtemps, disponible à la Fnac. Elvira, merci infiniment. Marshall, merci. Un grand merci à vous. Infiniment. On démarre cette année en fanfare. 2018 sera une année riche en enseignements sur Anne Moatine et singulièrement sur le plateau d'Horizon Intellectuel. À très bientôt. On se retrouve très vite avec notamment Malika qui revient pour sa chronique. À la prochaine. Le chemin qui mène à la mort, qui nous sépare de nos familles. Sentiment du fait du temps, peut apporter le malheur. Yoko, non, 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 non. Oh. Yoko, maman, ya des nobles. Le chemin qui mène à la mort, qui nous sépare de nos familles. Sentiment du fait du temps, peu importe le malheur, le malheur.
croquer. T'as une minute, c'est pas mal. T'inquiète pas bébé, je te veux aucun mal. Laisse-moi essayer de te corrompre. Si je rate ma chance, je te laisserai me corrompre. Je me comporterai en bon mal. Deviens-moi comme le Congo, Bututina Tongo. Monte la sortie aux hamburgers aux frites. Avant que ça s'effrite, on va consommer local. Utilisons ce qui nous reste dans le bocal. Pour ma part, ce sera de manière vocale. Laisse-moi prendre soin de toi, la même manière qu'un docteur. Je me glisserai dans ton cœur. Fais-moi cumuler les mandats, gouverneur, sénateur. Élu ton cœur. L'homme a créé les armes pour se rassurer. Elle vous tuera tous pour me rassurer. Je peux dès lors te l'assurer. Une romance de bureau devient ma patronne. Donne-moi une tonne de boulot que je me retrouve la tête sous l'eau. Bordel, fafanculo, bri. Fais-moi ton esclave. Tant que tu m'évites la tôle, dormir sur un carton, je te proposerai toujours la pole position. Un verre autour d'un morceau soul, je t'emmènerai dans mon village. Ta beauté se mariera au paysage, tu voudras plus jamais revenir. T'es une cinglée, t'arrives à me tenir. T'as du panache, fraîche frappée, façon panachée. Je risque pas de te lâcher, naturellement viendra le moment où je vais tout gâcher. Tu vas te fâcher, on ira au parc d'attractions comme des gamins. Sois ma gamine, que je retrouve bonne mine. La vie m'a taillé comme un crayon. Tu es le rayon de soleil qu'empêchera que nous déraillons. Un fou, une folle, oui à la folie. Jolie, t'as déjà tiré sur un homme, j'ai pris une balle. Empêche-moi de tomber dans les pommes, laisse-moi tomber dans tes bras et dans ton cœur. Je me demandais après la mort s'il n'y a pas une autre vie. Non, 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 non.